Fidèles téléspectateurs d'Ivertios, bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Éric Caillé, président de l'ARD, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie. Nous rappelons aussi que M. Éric Caillé a été ministre en charge du commerce en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons échanger des questions d'actualité, surtout aujourd'hui du projet de nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. M. Éric Caillé, bonjour. Bonjour. J'imagine que vous avez lu aujourd'hui le nouveau projet de constitution, la nouvelle constitution de Côte d'Ivoire. Nous allons ensemble essayer de comprendre les pertinences et les non-pertinences de ce texte. Mais après la lecture de ce texte, quelles sont vos premières impressions? Oui, mes premières impressions sont des impressions d'inachevé par rapport ou de recul démocratique. Une constitution, elle est faite pour rassembler une nation, un peuple, avec l'optique de corriger la trajectoire de ce qui n'a pas marché sur le passé. Donc si on analyse, l'analyse doit se faire d'abord dans le fond et ensuite dans la forme. Dans le fond, on parlera du contexte dans lequel cette constitution est mise en place, puisqu'il ne s'agit même pas d'une révision constitutionnelle. On a un pays qui est divisé depuis près de 5 ans, avec d'un côté une image surréaliste de ceux qui sont proches du pouvoir et qui se comportent naturellement comme des vainqueurs, et de l'autre, des gens qui ont la perception, c'est leur perception, quoi que vous en disiez, d'être des vaincus. Au lieu donc de mettre l'accent particulier sur la réconciliation afin de rassembler les Ivoiriens et de les conduire vers un nouveau projet, mon impression c'est qu'on accentue la fracture en donnant l'impression que les vaincus demeureront toujours vaincus et qu'on s'imposera à eux. Et c'est vraiment ça mon premier regret par rapport à cette constitution. La communauté internationale a aujourd'hui conscience que le volet de la réconciliation n'a pas abouti. Et pour moi, il était donc important de faire en sorte que nous allions donc à cette réconciliation pour que nous partions ensemble vers un nouveau projet de société. C'est un nouveau contrat social que nous définissons. Le nouveau contrat social n'est pas se définir par une partie contre une partie. Et c'est pour moi regrettable. Mais en quoi est-ce que ce nouveau projet de constitution, pour vous, est un projet qui monte une partie contre une autre, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Mais parce que vous savez très bien que le projet de constitution s'est bâti sans la concertation nécessaire. C'est la première fois ou l'une des rares fois dans l'histoire d'un pays qu'on monte une constitution sans constituante. Le principe de la constitution, à moins d'une révision mineure sur un article, c'est d'avoir au moins une sorte d'assemblée constituante, c'est-à-dire des représentants de la société qui se mettent ensemble et qui définissent le contrat social. Or, qu'est-ce que nous avons vu dans le cadre de cette constitution? Comme l'ont dit le groupe d'experts commis à cet effet, ils ont été la plume du chef de l'État, qui a donc instruit un groupe d'experts dans une direction. Moi, il aurait été plus intéressant dans ces conditions de rassembler les Ivoiriens autour de ce nouveau projet. Pour ne pas en faire un projet qui appartient à chaque régime, un projet de constitution. Pour qu'il puisse durer dans le temps et, disons, résister à l'épreuve du temps et durer sur des siècles. Mais, M. Rikaye, quand le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, présentait ce projet devant l'Assemblée nationale, il a lui-même indiqué reconnu que l'Assemblée nationale, qui est l'ensemble de tous les élus nationaux, qu'ils avaient le droit d'amendement, donc représentant le peuple, ils pouvaient intervenir et amender. Et puis deuxièmement, exactement, est-ce que la politique, ce n'est pas aussi une question de tempo? Oui, il n'y a pas eu d'assemblée constituante. Oui, le chef de l'État n'a pas consulté toutes les couches socio-politiques ou socio-professionnelles pour élaborer ça. Mais aujourd'hui, le projet de loi est là. Qu'est-ce que vous faites? Non, je voulais revenir à ce que vous dites quand on dit « chaque peuple a son histoire ». Vous avez qu'en préambule de cette constitution, de ce projet de constitution, il est bien indiqué « nous assumons notre histoire ». Assumer notre histoire, c'est se rendre compte que cette assemblée est une assemblée monocolore qui ne tient pas compte de toutes les représentations nationales. Il y a eu des élections en 2010 qui ont créé, disons, une situation rarement vue en Côte d'Ivoire. Si nous voulons assumer notre histoire, c'est de reconnaître aujourd'hui que notre pays est divisé et qu'il faut le rassembler. C'est-à-dire que c'est même le projet de constitution qui le dit. On ne peut pas dire une chose et dire actuellement son contraire.
est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que la réconciliation doit être un élément clé au point de figurer en préambule de la Constitution, mais les Ivoiriens ne vont pas passer tout le temps à se réconcilier. Même si je comprends que la réconciliation soit un élément important dans la vie du pays, il faut s'accorder sur la nécessité de mettre en place une constitution qui résiste à l'épreuve du temps, des humeurs et qui soit dans la durée. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une chance qui était donnée à ce pays de pouvoir repartir sur de nouvelles bases et de se reconstruire, se rebâtir sur les fondements de la démocratie. Évidemment, si vous dites que l'Assemblée nationale pouvait faire les amendements nécessaires, dès lors qu'elle est monocolore, dès lors qu'elle ne tient pas compte de l'histoire du pays, elle ne peut pas faire ces amendements. Si vous prenez aujourd'hui dans le fond cette constitution, si vous prenez dans le fond... Donc restons pour l'instant sur la forme. Okay. Il n'y a pas une assemblée constituante. Voilà. Le projet de constitution, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? Mais le projet de constitution est là. Je pense qu'il appartient dans ces conditions aux hommes, aux acteurs politiques que nous sommes de faire des observations, de faire des critiques, comme nous l'avons fait depuis le début. Et de faire en sorte que ces observations soient prises en compte, à moins de considérer qu'on est dans une situation de vaincu et de vainqueur, ce qui n'est pas, disons, la bonne marche de la démocratie. Donc, pour nous, nous faisons notre devoir, non pas de nous opposer pour nous opposer systématiquement, mais l'opposition a le rôle d'apporter à celui qui gouverne ses propositions, dont on doit être tenu si on veut donc avoir un pays rassemblé pour aller de l'avant. Donc pour vous aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le point de vue de l'opinion de l'opposition n'est pas pris en compte. Mais vous le constatez, vous êtes de la presse, vous êtes un homme de médias, de communication. Je vous pose des questions parce que vous êtes membre de l'opposition, donc peut-être que vous êtes plus en... Non, mais je pense que c'est les bords que l'on soit, que ce soit l'opposition choisie ou l'opposition non choisie, pour reprendre les termes avec beaucoup d'humour des Ivoiriens, aucune partie de l'opposition n'est satisfaite de rouler de cette constitution. Qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui dans ce test? D'abord, la première des choses qui frappe, c'est qu'elle n'est pas démocratique. Je vous donne juste de petits exemples. Dans les phases transitoires, le vice-président doit être nommé par le président de la République. Bon. Ça veut dire que du jour au lendemain, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, ça peut être quelqu'un aussi dont le passé n'est pas des plus reluisants et qui n'a pas un mandat électif et qui va donc être nommé pour ensuite devenir président de la République. Dans la phase transitoire, on aurait même pu, si on veut arrondir les angles, faire en sorte que ce soit un élu national qui assume donc cette fonction de vice-président en entendant que le ticket se présente. On aurait pu dire, bon, le président de l'Assemblée nationale, en exercice ou à venir, soit le vice-président automatique. Ça donne une représentativité démocratique. Ça donne en fait le suffrage universel. Et si on estime qu'il y a une incompatibilité entre la représentation en tant que président national, on lui donne la possibilité de choisir. Et si lui ne veut pas choisir, que ce soit peut-être un vice-président, c'est-à-dire que ce soit un élu national, ça dépersonnalise, disons, le débat et ça fait en sorte qu'on n'a pas l'impression d'avoir un exercice testamentaire où c'est un individu, si investi soit-il des pouvoirs d'une élection au suffrage universel, qui choisit lui son successeur. Donc pour vous, aujourd'hui, Ouattara, il marque cet élément lié à la transition, je dirais ce dispositif transitoire qui va placer juste pour choisir son successeur. Bon, c'est l'impression que ça donne. Moi, je ne veux pas avoir des discussions de personnes. Vous savez, je rappelle gentiment ici que le 22 octobre, lorsque le chef d'État recevrait toute la communauté ouest, il a bien indiqué la qualité du rapport qu'il y a avec moi. Je le lui retourne aussi en estimant que je n'ai vraiment pas de problème avec le chef d'État. Je souhaite que la Côte d'Ivoire se donne des institutions solides, qui résistent aux hommes et au temps. C'est vraiment mon souci en tant que démocrate. Mais ça, ce n'est un exemple parmi tant d'autres. La Constitution était censée régler un certain nombre de problèmes. Malheureusement, aujourd'hui, ce projet va les compliquer davantage. Lesquels? Vous savez que le problème du foncier est des problèmes essentiels en Côte d'Ivoire. La Constitution reprend, le projet de Constitution reprend en quelque sorte l'ancienne version pour dire, bon, seul aujourd'hui, l'État, les collectivités, disons, territoriales et les personnes, disons, de nationalité ivoirienne peuvent, disons, être propriétaires terriens en termes de droits fonciers. On oublie du premier coup, en principe ici, les droits coutumiers sur le sol, mais pire, on ajoute que les droits acquis sont garantis. La garantie de ces droits acquis fait quoi? Ça veut dire que si moi aujourd'hui je me suis installé dans le Mont Koukou, que je règne sur 100 hectares parce que j'estime que c'est un droit acquis, alors
par l'effet de la force, je m'approprie ce terrain. C'est-à-dire que toute forme d'interprétation à l'intérieur de cette constitution me gêne. Et c'est ce qu'on reprochait à l'ancienne constitution, d'être, disons, au niveau de l'article 35, par exemple, on lui reprochait de donner sujet à interprétation sur le plan de la moralité. Mais le projet de constitution dit que le magistrat doit être de bonne probité. C'est-à-dire que le président de la République, le candidat à la présidence de la République, n'est pas concerné par la probité, mais le magistrat est concerné par cela. Donc vous trouverez à l'intérieur de la Constitution, en regardant un peu, disons, un certain nombre de contradictions qui sont gênantes et qui donnent l'impression que, pressé par le temps, pour je ne sais quelle raison, on a essayé de prendre, disons, des dispositions un peu partout pour contenter tout le monde ou, du moins, une coterie. C'est l'impression que cela donne. Et je dois dire qu'une fois de plus, lorsque nous faisons donc ces observations, qu'on les lise à l'aune donc de notre volonté de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays qui s'inscrit aujourd'hui résolument dans la démocratie. Le contexte dans lequel cette constitution est écrite est proposée aux Ivoiriens, avec la création d'un Sénat. Au moment où la Côte d'Ivoire a des difficultés à trouver des établissements scolaires bienséants pour ses enfants, que ce soit au Guinée, à Congo ou dans la région de l'Ouest, vous voyez que les conditions dans lesquelles les cours ont lieu quelquefois dans des bâtiments délabrés ou se pratique le système D. Au moment où nos hôpitaux sont pratiquement des mouroirs, est-ce qu'il faut démultiplier les institutions pour faire en sorte qu'elles soient budgétivores? C'est à vous de nous le dire. Moi, je crois qu'en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen ivoirien, je pense que ce n'est pas vraiment le moment bien choisi. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un Sénat aujourd'hui. Non, je pense que la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un Sénat, elle a besoin plutôt de renforcer les acquis, le fonctionnement de ce qui existe. Dans certains pays dits démocratiques comme la France, il existe cette chambre. Mais je vous réponds aussi que dans plusieurs pays, l'expérience qui a été faite, c'est ça que je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait une constitution, on essaie de corriger la trajectoire de ce qui n'a pas marché. L'expérience qui a été faite dans d'autres pays prouve bien que beaucoup de pays sont en train de renoncer au Sénat. Donc je ne vois pas l'utilité. Au moment où aujourd'hui nous sommes dans un problème où on estime que la croissance n'est pas suffisamment redistribuée, que ce soit au niveau du FMI, dans la dernière mission que la Côte d'Ivoire a effectuée à Washington en des termes diplomatiques, on a invité, disons, le pouvoir ivoirien à faire en sorte que la croissance soit redistribuée. Mais la distribution de la croissance, là, ce n'est pas de faire des Sénats pour que la petite classe qui se comporte aujourd'hui dans la gestion des affaires de l'État comme des prédateurs, malheureusement, se renforce davantage. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est de faire en sorte que cette redistribution soit perceptible au niveau donc des populations. Vous disiez tantôt que pour vous, ce nouveau test représentait en certaines parties un véritable recul démocratique pour la Côte d'Ivoire. Pourtant, à mon sens aussi, il y a des réelles avancées démocratiques sur la question des droits de l'homme. Par exemple, je crois dans un article où il a stipulé clairement que les associations de défense des droits de l'homme pouvaient rester devant le Conseil constitutionnel de la non-constitutionnalité d'une loi. Qui portait atteinte aux libertés individuelles publiées. Cette loi pouvait être... L'écrit et l'appliquer, c'est une chose. C'est-à-dire que si vous prenez la Constitution de 2000... Mais est-ce que ce n'était pas une réelle avancée? C'est une avancée que j'estime que la société civile puisse être impliquée. Pas dans la Constitution précédente. Oui, mais ça veut dire que le chemin qu'on fait, on l'améliore, mais on n'améliore pas d'un cran pour reculer de 3. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez pris un seul article qui permet donc une amélioration que je reconnais, parce qu'en fait, ici, en tant que militant des droits de l'homme, j'estime que la société civile doit pouvoir se prononcer sur la vie de la nation, mais ce n'est pas parce qu'on a reculé, on a avancé d'un seul iota seulement qu'il faut reculer des 10. En quoi est-ce qu'on a reculé de 3 pas? Mais je vous ai expliqué tout à l'heure les questions qui se posent et qui font que on est sur une base qui fait reculer la démocratie. La CEI, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser la porte à l'interprétation. Il ne faut pas laisser la porte aussi à la déviation et au recul démocratique. On dit que la CEI, c'est-à-dire que la commission indépendante est un organe administratif. Pourquoi a-t-on besoin de préciser que c'est un organe administratif? C'est-à-dire qu'elle n'est plus une institution. C'est-à-dire qu'elle n'est plus. Mais si elle est un organe administratif, elle dépend de qui? Elle dépend de l'exécutif. Et de comment on peut garantir l'indépendance d'un organe administratif. Moi, je ne suis pas juriste expert. Mais est-ce que la commission électorale indépendante a été une seule fois une institution? Mais dans son fonctionnement, actuellement, elle avait les moyens de se donner son indépendance. Mais lorsque vous précisez que c'est un organe administratif... Parce que même sous Laurent Gbagbo a dissous la CEI par décret, je crois, en 2009. Non. La dissolution de la CEI en 2009
et répondait à un dysfonctionnement au sein de la CEI grave, lié au fait que la preuve avait été faite que plus de 400 000 électeurs étaient en train d'être introduits de façon fraudulée sur la liste électorale. C'est quand même un acte grave. Vous convenez avec moi. Dès lors que cet acte grave a été commis, il fallait donc le rectifier. Il n'a pas dissous la CEI tant que ça. C'est-à-dire qu'il a démis le président de la CEI. C'est le président qui a été démis, mais c'est la structure qui a été dissoute. Je pense qu'en son temps, l'histoire le dira. Moi, je ne veux pas venir raconter des choses sur un plateau de télévision qui ne sont pas vérifiables, mais c'était à l'époque de Beugre Mambé. Beugre Mambé a été remplacé par Issou Bagayoko. Oui, tout à fait. Bon, donc à la limite, ce n'est pas la dissolution complète de la CEI qui a été faite avec le changement de son mode de fonctionnement. On a essayé de corriger une situation qui était une situation liée à un individu et liée à un comportement qui mettait en péril de façon grave, disons, le fonctionnement de cette organisation. Revenons toujours sur, comme vous le dites tout à l'heure, c'est un véritable recul démocratique. En dehors du fait que vous estimiez que le président désigne de façon, pendant la période transitoire, son vice-président, quels sont les autres éléments que vous, d'après vous, incriminants qui causent un recul démocratique en Côte d'Ivoire? Mais je vous l'ai dit, c'est-à-dire que la démocratie, c'est la partie... Bon, c'est-à-dire que la Constitution, on va vous dire, elle va réaffirmer la laïcité de l'État, la forme républicaine de l'État. La forme républicaine de l'État, c'est quoi? C'est le respect des lois. La différence entre un royaume et une république, c'est que la loi se ramène au roi et à la volonté du roi. Pendant que dans la république, c'est la loi qui fait autorité et qui joue le rôle du roi. C'est la loi qui guide tout. Si nous devons nous doter des instruments, il faut que nous donnions la possibilité de les faire appliquer, de les faire respecter. Dans tout le processus aujourd'hui, je ne crois pas qu'on est, disons, au-delà de cette bonne intention que nous affichons par rapport à la communauté internationale, je ne crois pas que nous ayons usé, disons, de la démocratie participative. La démocratie aussi, c'est la participation locale, la coopération des populations. Allons-y au bulletin de vote pour le référendum. Lorsque, dans ce bulletin de vote, alors qu'on a fait des combats pour que nous ayons des acquis démocratiques, parce que aussi, la démocratie, c'est l'exercice de la liberté. C'est l'absence de trafic d'influence. C'est l'absence d'achat de conscience. Pourquoi on a demandé le bulletin unique? On a demandé le bulletin unique parce qu'on estime que, par rapport à la pauvreté rampante dans nos régions, les gens pouvaient être tentés de dire, si vous avez un bulletin, vous me ramenez donc le bulletin de mon adversaire pour que je puisse vous payer en retour. Si le bulletin unique, on coche sur la case. On estime aujourd'hui qu'il faut donc 2 bulletins pour faire un choix. D'abord, ça laisse la porte ouverte au trafic d'influence et aux achats de conscience. C'est plus coûteux encore une fois de plus. Et ce n'est pas démocratique. Parce que la démocratie aussi, c'est le respect de la dignité humaine pour permettre à chacun d'exercer librement son droit qu'on appelle à l'exercice démocratique. La démocratie aussi, c'est de créer à chaque fois, non pas un consensus obligatoire, mais de permettre la participation de toutes les populations locales. Merci M. Kaye. À vous d'entendre, aujourd'hui, ce nouveau projet de constitution a plus de recul que d'avancée. Oui, il a plus de recul et d'avancée. Et vous voyez que ce qui est gênant, moi, dans le fonctionnement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qu'à la tête de l'État se trouve un homme que la communauté internationale, en qui la communauté internationale a fait une grande confiance par rapport à son parcours, qui est vraiment excellent. Il a été directeur général adjoint du FMI. Le FMI, c'est, à mon sens, disons, le donneur de leçons en matière de bonne gouvernance. À partir de cet instant-là, ce que nous attendions donc, disons, d'un tel national, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir des performances démocratiques. Malheureusement, prise en otage certainement, parce que souvenez-vous que la même personne, en 1990, quand elle est arrivée aux affaires, avait à primature, a eu un gouvernement d'une vingtaine de personnes. Donc aujourd'hui, la participation de l'opposition, c'est de faire en sorte que, prise en otage par les conditions de son arrivée au pouvoir, prise en otage par, disons, ses laudateurs et par ses partisans, il faut que l'opposition l'aide à faire en sorte qu'il puisse se défaire de ces liens d'otage-là pour apparaître comme étant celui qui incarne l'unité nationale. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le comportement du gouvernement et c'est ce que nous regrettons. Et notre contribution, c'est une contribution de l'aider à comprendre que... Mais justement, vous aujourd'hui, c'est là le projet de constitution, M. Kairi. Qu'est-ce que vous, votre parti politique, compte faire face à cela? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Par rapport à ça, nous nous organisons. De toutes les façons, l'opposition est suffisamment divisée aujourd'hui pour qu'on puisse se diviser davantage. Aboudraman Sangaré, l'aile Aboudraman Sangaré du FPI,
qui compte lancer quelques manifestations de rue bientôt. Il y a dans les jours à venir, Pascal Affi-N'Guessan qui demande le boycott pur et simple du vote. Demande aux Ivoiriens. Dans les jours à venir, vous connaîtrez la position. Vous ferez quoi? Vous connaîtrez la position de notre parti dans le cadre des concertations que nous avons avec les alliés. Et ça ne va pas durer. La semaine prochaine, vous la connaîtrez. Non, mais vous êtes là. Mais je suis là, mais je suis un démocrate. Je suis un démocrate. Nous avons des concertations. Vous avez un avis. Mais mon avis, c'est de faire en sorte que nous puissions, de façon démocratique, manifester notre désapprobation. Soit par des manifestations, disons, populaires, pour indiquer clairement que nous ne sommes pas pour la Constitution, pour ce projet de Constitution. Si le pouvoir avise par rapport à nos manifestations, alors nous aviserons et nous contribuerons par nos apports à faire en sorte que la Côte d'Ivoire aille au-devant de certains projets dans l'Assemblée. Face aux Ivoiriens, vous qui êtes un leader politique, vous dites votez non ou boycotter. Pour l'instant, je ne peux dire ni voter non ni boycotter. Je dis rester à l'écoute des mots d'ordre. Qu'est-ce qui est bon? C'est non ou c'est boycotter? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? Le meilleur, c'est de faire en sorte que cette constitution ne soit pas imposée aux Ivoiriens. Ça, c'est le bon. Vous me dites ce qui est bon, c'est de faire en sorte que cette constitution ne soit pas imposée aux Ivoiriens. Et nous estimons que nous sommes tous des Ivoiriens, ceux qui gouvernent sont des Ivoiriens, les gouvernés sont des Ivoiriens, et que les gouvernants doivent pouvoir entendre le cri de cœur des gouvernés. Moi, je fais confiance à la démocratie, je fais confiance à la bonne foi de ceux qui estiment dans leur discours qu'ils font bien, mais s'ils se rendent compte que le peuple en face pour lequel ils font bien n'est pas d'accord, je pense qu'ils auront la sagesse de reculer. Ce qui est bon, c'est de faire en sorte que cette constitution ne s'impose pas aux Ivoiriens. Donc aujourd'hui, c'est quoi pour vous? Aujourd'hui, c'est... De votre intime conviction, vous, leader politique, votre intime conviction, c'est quoi? Qu'est-ce qui pourra faire barrage à cette constitution? C'est la volonté populaire qui pourra faire barrage à cette constitution. Et c'est l'exercice démocratique. La volonté populaire se manifestera par des manifestations, disons, publiques, des manifestations de rue. Elle se manifestera par la mobilisation populaire. Et cette mobilisation populaire se prépare actuellement sur le terrain en partenariat avec nos alliés politiques qui sont sur le terrain aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ok. Donc les mots d'ordre seront bientôt donnés. Et nous, ce que nous souhaitons ardemment, c'est de faire en sorte que chacun laisse le jeu démocratique s'exercer. Et que nous puissions organiser nos manifestations sans infiltration, que nous puissions organiser nos manifestations sans avoir à gérer des casses extérieures, et que les gouvernants se rendent compte du côté où se trouve la majorité, pour les aider à décider et à gouverner. Lorsqu'on gouverne, qu'on fait des statistiques, c'est pour savoir quels sont les éléments de majorité. C'est pour savoir dans quel lieu se trouve tel nombre de populations, afin que les investissements des infrastructures aillent dans ce sens. Mais quand on gouverne aussi, c'est de savoir de quel côté se trouve la volonté populaire pour qu'on aille dans le sens de la volonté populaire. Puisqu'on s'est fait élire pour apporter donc au peuple un bien-être, à commencer par le bien-être démocratique. Merci M. Kaéric. Je rappelle que vous êtes président de l'AIRD, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie. Et je rappelle aux Ivoiriens aussi qui ne vous connaissent pas ou qui ne se souviennent pas encore de vous, que vous avez été ministre en charge du commerce sous le président Laurent Gbagbo. Merci d'avoir accepté notre invitation, cet échange. Et nous espérons vous revoir certainement quand vous finirez vos discussions au sein de votre organisation politique. Et quel est votre dernier mot aux Ivoiriens? Mon dernier mot aux Ivoiriens, c'est de leur demander de choisir la voie de la démocratie pour l'exercice des différences, pour le règlement des conflits, pour le règlement des différends, et de rester donc à l'écoute des mots d'ordre qui seront donnés par l'AIRD et ses alliés, et que ces mots d'ordre seront donnés, disons, dès la semaine prochaine, mais ce sont des mots d'ordre démocratiques, en espérant que le pouvoir jouera la règle de la démocratie pour que notre opinion s'exerce de façon libre, sans infiltration. Merci. Merci fidèles téléspectateurs d'I20 News TV. Nous espérons que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre cette émission, comme nous avons eu beaucoup de bonheur à vous la présenter.